L'atelier pratique numéro 4 consiste donc à mettre en adéquation ce que l'on a vu à l'atelier numéro 1, c'est-à-dire les éléments de sono-anatomie, la reconnaissance du nerf, donc avec les structures et le caractère dynamique de l'échographie, et étape numéro 3, le choix du point de ponction et la visualisation de l'aiguille. Donc là, bien évidemment, c'est l'atelier numéro 4. On va passer en revue les différents membres, les différents blocs du membre supérieur, du membre inférieur et ensuite les blocs de diffusion. Donc, commençons par le bloc axillaire. Donc, vous voyez, moi, je me mets en position comme ça. Je prends le bras du patient un petit peu sur moi. Ma main droite stable et fixée, un petit peu stabilisée sur le poignet pour ne pas bouger mon image. Et je commence à scanner et à suivre. Alors là, on voit une petite variation anatomique, mais ça correspond un petit peu. Alors, pour être un petit peu plus didactique, on va faire ça. Donc, vous voyez les principaux repères que l'on a vus tout à l'heure, à savoir l'os, d'accord, la peau, le tendon du grand dorsal, donc comme je vous disais, de façon à mettre en perspective le radial qui est situé toujours au-dessus à ce niveau-là, et puis le musculo-cutané. Alors bon, vous voyez que l'image un petit peu plus caractéristique, ça serait d'avoir le musculo-cutané entre le biceps et le coraco-brachial. Bon, ça fait partie des variations anatomiques. Dans un certain nombre de cas non négligeables, vous voyez, il se rapproche du nerf médian. Donc, on retrouve les éléments de l'étape 1, à savoir le musculo-cutané, voilà, qu'on voit ici, hein, le nerf médian, okay, le nerf radial, voilà, et puis quand on béquille un tout petit peu et qu'on suit en dynamique, on voit bien donc l'anisotropie. L'anisotropie, c'est une notion que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire. C'est en fait que lors du suivi dynamique du nerf, le nerf conserve ses propriétés, conserve sa forme de nerf. C'est ce qui le distingue justement d'un fascia ou d'un tendon. Donc, l'atelier numéro 4, faites sur un volontaire et puis vous pouvez passer à peu près une quinzaine de minutes sur chaque nerf et puis vous vous entraînez à repérer les éléments que l'on a vus et que l'on a mémorisés. Vous suivez les nerfs de façon dynamique pour être sûr que ce sont les bonnes structures et donc pas besoin de neurostimulation, hein, vous savez, le médian est là et si on continue à le suivre de façon dynamique, eh ben, il va contourner, voilà, il va contourner au niveau de l'artère, d'accord? Donc voilà pour l'artère, pour le bloc axillaire. On va en profiter de cette position-là avec les compléments en coude. Alors ça, c'est très important et très intéressant. Je vais prendre mon gel. Tout simplement parce que vous gardez la même position. Voilà. Vous prenez la ligne du coude, ok, et vous placez votre sonde. Alors là, on voit, c'est pareil, hein, par rapport à tout à l'heure. Alors, il faut un petit peu réduire pour concentrer et optimiser votre image. On voit l'artère qui est là, avec le nerf médian. C'est un petit peu l'image qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, l'artère et le nerf médian. Alors bon, pour concentrer un petit peu, vous avez des... Ah, oula, j'ai un nouvel échographe, voilà, comme ça. Hop, et vous pouvez retrouver l'image de l'artère accompagnée du nerf médian. La ponction se fera dans ce sens-là. Alors là, regardez un petit peu, je prends un tout petit peu plus de champ, un petit peu plus, ok, et je retourne à 180 degrés, ok, et je récupère mon image du nerf radial, hein, que l'on a vu à l'étape 1, avec l'humérus et puis cette petite image en forme de ça. Et donc, je peux faire un complément au coude. En gros, quand vous commencez vos blocs axillaires, c'est pas très facile, vous faites votre bloc au niveau axillaire. Et puis, s'il y a une des structures que vous n'avez pas bien vues, vous gardez la position et vous mettez 3-4 cc sur le complément au coude. On en profite pour vous montrer le dernier, et tout ça, ça vous aidera vraiment dans votre réussite à 100% au début. Alors, je vous avais dit, ce gros muscle là, le FCU, ok. Alors, vous positionnez un petit peu à une bonne 9-10 cm ici, ok. Et puis, vous mettez votre sonde comme ça, et vous voyez, on retrouve exactement l'image qu'on avait tout à l'heure. Bon, il suffit de l'améliorer avec le nerf ulnaire qui est au sommet. Alors ça, c'est vraiment assez c'est quasiment tout le temps cette image-là. Il y a très peu de variations anatomiques à ce niveau-là, et ça vous permet un succès de 100% de vos nerfs, de vos blocs, pardon. Voilà. Hein.
Donc ça, on retrouve bien les éléments que l'on a vus au tout début. Alors, on va enchaîner tout de suite au niveau des blocs du membre supérieur, ok, avec le bloc interscalénique. Donc, pour le bloc interscalénique, pareil, c'est assez simple. Vous partez de la clavicule, ok, donc vous mettez votre sonde contre la clavicule et vous grimpez, ok. Alors, bon, là, c'est vraiment, on est en direct, hein. Voilà, on voit, donc on prend les repères que l'on a vus au tout début, le scalène antérieur, ok, le scalène moyen, là, on a le sternocléidomastéroïdien, et donc en suivant un petit peu, vous voyez, là, on a une configuration encore un petit peu particulière avec, voilà, C5 et C6, d'accord? Donc en diminuant le champ, on aura une meilleure résolution. Voilà, C5, C6, on retrouve le scalène antérieur, le scalène moyen, ok. Je ne vous ai pas parlé du bloc cervical superficiel, mais si vous aviez à le faire, alors là on voit le long thoracique qui vient se balader un petit peu dans le scalène moyen, ce qui explique qu'il est toujours important de pied dans le champ, parce que si on est hors champ, on peut très bien s'embrocher cette structure. Donc si vous aviez un bloc cervical superficiel à effectuer, d'accord, il s'agit donc de ce fascia-là, d'accord, dans lequel vous infiltrez quelques CC, d'accord, pour rattraper la partie de la clavicule, une petite partie du bourrelet et de l'articulation acromioclaviculaire si vous voulez faire une procédure d'ALR, une chirurgie de l'épaule sous ALR pur. Hein, voilà. Alors, le bloc supraclaviculaire, alors je vous ai dit, vous avez la description classique, je l'aime pas trop, avec notre première côte, d'accord, la clavicule et la plèvre qui est en dessous, et puis l'artère. Hein. Donc, le problème assez souvent, c'est qu'au niveau, le problème c'est le tronc inférieur. Et le tronc inférieur, parfois, vous voyez, il a déjà des QC. Donc moi, je préfère cette approche-là, qui correspond à une approche tronculaire, d'accord, ou du bis bas, si on peut dire, avec le tronc supérieur ici. Hein, vous voyez, alors moi, je suis très près de l'écran, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est le tronc supérieur qui correspondrait à C5, C6, hein, qui correspondrait au bis. Le tronc moyen qui correspondrait approximativement à C7. Et là, on voit parfaitement, et c'est ça votre cible, pour façon à être efficace à 100%. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on pousse l'artère un petit peu plus loin. Ensuite, on est sûr d'avoir la composante antérieure et postérieure du tronc inférieur. Et c'est souvent ce qui manque quand vous faites le pocket corner ou quand vous prenez l'approche du supraclaviculaire de façon classique. Okay. Et puis, vous avez le tronc supérieur. Alors, ce qui est important aussi, c'est on peut associer à ce bloc-là, par exemple, un PEX. Pourquoi un PEX 2? Pourquoi un PEX? Simplement parce que vous pouvez récupérer une partie des intercostaux brachiaux. Bon, ça, c'est des notions vraiment un peu récentes sur lesquelles je n'insisterai pas. Ça, vous pouvez me demander dans les commentaires ou sur les formulaires de contact. Ce que je voulais dire par ça, c'est un petit peu compliqué là pour vous expliquer. Mais par exemple, cette approche tronculaire du supraclaviculaire, là, on voit parfaitement hein, le scalène antérieur, le scalène moyen, le tronc supérieur, le tronc moyen et le tronc inférieur. Elle permet de faire toute la chirurgie du membre supérieur. Et si vous voyez que ça impacte un petit peu, ça implique un petit peu la clavicule, vous rajoutez 3 cc avec le même point de ponction. Okay. Et puis si vous sentez qu'il y a besoin de l'intérieur du creux axillaire et des intercostaux brachiaux, hein, là c'est une composante plus thoracique, juste après vous pouvez faire un PEX. Hein, d'accord. Pour les PEX, vous placez votre sonde parallèle à la clavicule, puis voilà, vous glissez, puis vous voyez, bon là chez Sam on voit très bien, hein, ok, on voit les apophyses ici qui sont là osseuses, bon, il y a une petite artère qui sera l'artère axillaire, ok, et puis vous avez l'injection avec le petit pectoral et le grand pectoral, d'accord, et on voit les petites artères là, donc on a le PEX 1 et puis les deux injections pour PEX 1 et PEX 2, ok. Voilà. Et puis si vous allez un petit peu plus dans le creux axillaire, ça devient avec le début du serratus. Hein. Donc voilà. Donc ça, les blocs de diffusion, c'est pas ici qu'on va en parler, mais ce sont des blocs assez faciles à identifier, mais dont l'efficacité dépendra vraiment de la position, du site d'injection et du nombre de ponctions. Hein. Donc dans votre atelier, vous pouvez faire donc facilement
sur involontaire, passer 15-20 minutes sur chaque bloc. Les blocs du membre supérieur pour vous apprendre à reconnaître toutes les structures, le bloc interscalénique, les tronculaires au coude, le bloc supraclaviculaire et puis les pecs.